Soyez tous les bienvenus à cette nouvelle conférence du jumelage Le Chesnay-Oppenheim. Avant de commencer cette soirée, je tiens à remercier euh, l'ensemble des personnes présentes, le conseil municipal du Chesnay. J'ai vu que Géraldine était parmi nous, nos amis du jumelage de Heppenheim, et je salue Barbara Hopp et la Schulz. J'ai vu que notre ami Werner Müller était là, Angelika, donc beaucoup de représentants du jumelage de Heppenheim, les adhérents du jumelage du Chesnay, les adhérents des autres jumelages et l'ensemble des associations européennes qui sont venues nous rejoindre pour cette soirée. Juste avant de commencer, cette conférence est montée conjointement entre le jumelage de Chesnay-Heppenheim et la Fédération des associations franco-allemandes. Donc, j'ai passé la parole quelques instants à Barbara Martin-Koubist, notre présidente. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je me réjouis de vous rencontrer. Il y a de vieilles connaissances parmi vous. Je me réjouis tout particulièrement d'avoir vu Beate Göde-Baumans, la présidente d'honneur de la VDFG für Europa e.V., qui s'est joint à nous ce soir. Je tiens à remercier Jean-Michel pour cette excellente initiative, car en effet, il y a plein de questions qui se posent en ce moment. Nous vivons dans une situation de crise sanitaire. L'Europe n'a pas de compétences en matière de santé et tout le monde se pose des questions comment sortir de la crise. En ce moment, c'est donc la présidence allemande qui doit gérer ces questions-là et d'autres questions concernant les budgets, questions concernant le respect ou le non-respect des principes démocratiques. Et je me pose vraiment plein de questions et je suppose, Michel, vous vous posez à peu près les mêmes questions et j'espère que vous aurez quelques réponses ce soir à nous transmettre. Et je pense que du côté de Bruxelles, il y a également quelques remarques intéressantes qui vont nous enrichir dans nos réflexions. Un tout grand merci à vous toutes et tous et encore une fois, merci Jean-Michel pour cette initiative. Merci beaucoup, Barbara. Soyez donc les bienvenus à cette première conférence 100% digitale du jumelage du Chesnay-Heppenheim. Ce soir, nous allons pouvoir être suivis au travers de deux canaux. Cette visioconférence Zoom, qui sera limitée à 100 personnes simultanément, et au travers du Facebook Live sur la page Facebook de la Fédération des associations franco-allemandes pour l'Europe, notre partenaire pour cette soirée. Je tiens à saluer et remercier les personnes qui m'ont accompagné pour la préparation de cet événement de ce soir. Notre conférence sera enregistrée et disponible d'ici quelques jours sur le site internet du jumelage du Chesnay et dans la chaîne YouTube de la FAFA pour l'Europe. Depuis le 1er juillet 2020, l'Allemagne a pris en charge la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Nous avons souhaité, lors de cette soirée, mieux comprendre la préparation et les actions réalisées durant la présidence allemande. Donc, notre conférence s'articulera autour de trois parties. La phase préparatoire avant la présidence du Conseil de l'Union européenne, la gestion de l'Union européenne depuis le 1er juillet, les grandes décisions prises pendant, après et justement, comme l'évoquait Barbara, les blocages actuels. Et on évoquera également la relation franco-allemande pendant cette présidence, car nous sommes tous des associations ou des grands fidèles de ces associations franco-allemandes au service de l'Europe. Et le franco-allemand est quand même notre quotidien. Pour nous accompagner au cours de cette soirée, nous aurons trois intervenants. Michel Wenachter, que beaucoup d'entre vous connaissent, elle nous accompagne depuis de nombreuses années dans nos différentes conférences. Michel, qui est maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise et à l'IEP de Saint-Germain-en-Laye, qui est une grande spécialiste de l'Allemagne et également de l'Europe.
Catherine Palpan, qui est responsable de l'unité région Europe et voisinage à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAGE, qui est donc responsable de cette unité région Europe et voisinage à l'OFAGE depuis sa création cette année en février 2020. Revenu récemment de 9 ans de vie hors de l'Union européenne, à Sarajevo et Istanbul, qui a ainsi pu voir la réalité du coup franco-allemand à l'œuvre dans des pays candidats, y compris lors d'une expérience à l'ambassade de France où tu étais en charge de la coopération. Ancienne conseillère diplomatique d'un ministre, dont pendant la présidence française de l'Union européenne en 2008, tu as aussi une forte expérience dans tout ce qui était lors de la présidence du Conseil de l'Union européenne par la France en 2008, la pratique de la négociation France-Allemagne dans les domaines que tu suivais, la solidarité avec la dimension jeunesse, et également tu as eu une expérience au think tank Jacques Delors, Notre Europe. Merci Catherine d'être présent. Gabriel, vous vivez à l'étranger depuis maintenant près de 15 ans. Vous êtes juriste européen, vous êtes conseiller pour les affaires constitutionnelles au Parlement européen et suivez le travail d'élu au sein de la commission Affaires constitutionnelles au sein du Parlement. À côté de cela, vous êtes expert de la Fondation Jean Jaurès pour les questions franco-allemandes et européennes. Vous êtes également rédacteur de plusieurs tribunes dans la presse européenne et principalement française et allemande, et participez régulièrement à des colloques et conventions sur le sujet. Merci à vous trois d'être présents. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première conférence 100% digitale, qui est un peu une première pour nous. Donc, je vous remercie pour les gens qui ne parlent pas de bien vouloir couper leur micro et pouvoir permettre à nos intervenants de pouvoir ainsi parler sans être dérangés par d'autres micros. Donc, l'organisation de notre soirée, on sera une soirée en 3 étapes. On va essayer de faire un format adapté aux visioconférences, donc un format qui fera que notre conférence s'arrêtera entre 21h15 et 21h30, et avec un format plutôt court, parce qu'on est tous au quotidien pris par les visioconférences et que on sait par expérience que très rapidement l'on décroche. Juste avant que l'on parle du premier sujet, à savoir la phase préparatoire avant la présidence de l'Union européenne, Michel, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques minutes les grands mécanismes de gouvernance de l'Union européenne et pourquoi l'Allemagne est en charge du Conseil de l'Union européenne? Alors, effectivement, tu m'as prévenu tout à l'heure que tu me demanderais ça, et c'est un rappel certainement très utile, étant donné le niveau de désinformation sur l'Europe en France. Il y a peu de gens, je veux dire mes étudiants, si je leur demande les institutions européennes, en gros, je leur demanderais le nom des rues d'une province reculée, d'un village de Chine, ce serait à peu près la même chose, ce que je trouve totalement scandaleux. Donc là, il y a des gros problèmes au niveau de l'éducation, et on n'en serait pas là s'il y avait eu un peu moins de désinformation. Voilà, donc ça, c'est toujours le problème. Facile de rendre l'Europe impopulaire quand on n'en parle pas ou quand on en parle mal et où qu'on dit n'importe quoi. Alors en fait, ça va être mon côté pédago, Jean-Michel. Si je dis ça comme ça, vite fait, je pense que ça va être un peu... En même temps, il y en a plein parmi vous, l'énorme majorité certainement, qui sait très bien ce que sont les institutions européennes. Du coup, j'ai choisi une fiche d'un excellent site européen que je vous conseille vivement, qui s'appelle Toute l'Europe, et que j'ai aménagé à ma sauce, que j'ai réaménagé. J'ai mis des choses en gras, j'ai rajouté des choses. Donc, je vais vous faire en fait un partage d'écran. Autant profiter des avantages de Zoom. Hein. Donc, voilà. Et au milieu de tout ça, on va voir l'Allemagne, finalement, elle préside quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'institutions, on entend... enfin, surtout dans les nouvelles allemandes, plus que dans les nouvelles françaises. D'ailleurs, on entend tous les jours parler, et pas qu'en ce moment, mais depuis des dizaines d'années, et ça explique beaucoup de choses, là encore, de ce que fait l'Europe, hein, et qui fait quoi en Europe. Alors, l'Union européenne est donc composée de 7 institutions. Hein, alors, il y a une certaine forme de législatif, hein, les 3 grands pouvoirs, en fait,
qu'on a à nos niveaux nationaux, hein, un législatif, un exécutif et un judiciaire, même si c'est tout de même un peu différent. Alors j'ai posé la question, est-ce que c'est ou pas une usine à gaz? Pour beaucoup de Français, c'est une usine à gaz, d'autant plus qu'ils la connaissent mal, souvent. Alors j'ai mis, c'est le résultat de la volonté des uns d'avancer dans l'intégration en transférant de la souveraineté, mais qui ont dû composer avec tous ceux qui ont voulu freiner. Et tout ça depuis des décennies. Hein, c'est pour ça que j'ai mis, en fait, c'est une invention sui generis, un modèle original, ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Et effectivement, c'est un peu compliqué parce qu'il a toujours fallu composer avec les avis divergents des uns et des autres et se mettre d'accord sur quelque chose que tout le monde acceptait. Alors, rapidement, donc, le Conseil européen, c'est probablement l'institution dont vous connaissez le mieux le nom, parce que ça nous accompagne depuis des décennies. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent en sommet, les fameux sommets européens, et qui définissent les grandes orientations de l'Union. Hein, alors, pour mémoire, hein, ça a été créé en 1974 par deux grands Européens, Giscard d'Estaing et Schmitt, qui étaient eux aussi face à des crises extrêmement importantes. Le système de Bretton Woods venait de s'écrouler, il y a eu le premier choc pétrolier, etc. Et il y a eu des crises partout en Europe et il y avait une volonté d'agir en commun. Donc vous voyez le parallélisme par rapport à aujourd'hui, ce n'est pas la première crise que l'Europe traverse. Et en 1974, hein, c'était également un choc très important. On parlait bien de choc pétrolier. Alors, juste parce qu'on voit souvent passer quand même des noms, des visages. Donc actuellement, qui préside pour 2 ans et demi, donc il y a une présidence fixe hein, depuis le traité de Lisbonne, de 2 ans et demi, c'est le Belge Charles Michel. Hein, avant lui, c'était le Polonais Donald Tusk. Et oui, il fut une période où les Polonais étaient autre chose qu'aujourd'hui, les représentants en tout cas. Hein, Tusk avait joué évidemment un rôle important aussi au moment de l'adhésion de la Pologne à l'Europe. Voilà. Donc, ensuite, vous avez la Commission européenne. Alors, les anti-européens font croire que la Commission, un monstre, hein, enfin, c'est carrément devenu un gros mot, hein, Bruxelles même, attends, pardon, Bruxelles, c'est mieux, qui garantit l'intérêt général européen. Alors, il faut bien savoir que la Commission ne décide rien du tout. Hein. La Commission lance et propose des projets de loi et de budget, hein, c'est ce qu'elle est en train d'essayer de faire. Elle les propose au Parlement européen et au Conseil de l'Union. Hein, et ce sont ces instances-là qui décide. Donc la Commission, comme vous savez, elle a 27 commissaires nommés pour 5 ans, hein, et un par pays. Et donc actuellement, c'est Ursula von der Leyen. Hein, et c'est voilà, on peut appeler ça une chance ou en tout cas une particularité que Ursula von der Leyen et Angela Merkel ont travaillé ensemble pendant des années. Elles sont extrêmement proches et évidemment, ça peut faire avancer un certain nombre de dossiers plus rapidement. Alors, c'est ce qu'on disait, ce n'est pas la Commission qui décide, c'est le Parlement et le Conseil qui approuvent ou rejettent les propositions de la Commission. Donc, pour mémoire, le Parlement européen, lui, il est élu au suffrage universel, hein, il représente les citoyens, donc il a une vraie légitimité. Hein. En France, on n'a peut-être pas bien pris conscience qu'il a beaucoup plus de pouvoir qu'il y a 30 ans. Hein, notamment le traité d'Amsterdam et d'autres traités en 1997 et bien d'autres après, hein, ont fait croître au fur et à mesure le pouvoir du Parlement européen qui aujourd'hui peut co-décider, a un pouvoir de co-décision extrêmement important. Et ça joue un rôle important évidemment dans les débats actuels aussi sur les tensions avec la Hongrie, la Pologne et la Slovénie, hein, puisque le Parlement européen, lui aussi, avait et a son mot à dire et qu'il n'a pas du tout envie de céder au chantage des pays que je viens de nommer. Et ça jouera un rôle important également dans les semaines qui viennent. Alors, donc, le Parlement européen joue son rôle législatif, hein, on y discute les projets de loi, hein, et il se réunit également pour les voter. Donc, si vous avez déjà vu passer hein, un Italien qui s'appelle David Sassoli, eh bien, c'est le président actuel du Parlement européen. OK ? Ensuite, le Conseil de l'Union européenne, hein, ou Conseil des ministres de l'UE, ou Conseil tout court. Et c'est de cela dont on parle concernant l'Allemagne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle préside ? Elle préside hein, le Conseil de l'Union européenne. Alors, ce Conseil, hein, vous voyez, ne décide pas tout seul, il se prononce après le Parlement européen sur les lois et le budget européen. Donc, vous avez vu dans les négociations actuelles sur le budget et sur le plan de relance, on a eu un vote, on a eu évidemment tout un travail préparatoire dans lequel hein, le Conseil a joué un rôle extrêmement important.
Alors, le Conseil européen et le Conseil des ministres de l'UE, évidemment, mais voilà, le Parlement s'est prononcé et le Conseil de l'Union européenne retravaille derrière. Alors, c'est ce qu'on appelle le Conseil des ministres de l'UE, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sujet par sujet, ça dépend des sujets qui sont à l'ordre du jour. Si le sujet à l'ordre du jour, c'est l'agriculture, on enverra, chacun enverra son ministre de l'agriculture. Si c'est l'économie, ce sera le ministre de l'économie, etc. D'accord ? Ce qu'on appelle le Conseil des ministres, dont on parle très rarement et très peu en France, mais enfin, ce sont bien eux qui vont voter au nom de la France les lois européennes. Donc, la présidence du Conseil est assurée tous les 6 mois par un pays différent et actuellement, donc, c'est l'Allemagne. D'accord ? Donc, c'est ça qu'elle préside. Elle préside le Conseil de l'Union européenne. Donc, chaque ministre allemand préside le Conseil des ministres de ses propres sujets. Et comme vous l'imaginez, les rencontres sont innombrables entre ministres chargés d'un même portefeuille entre les 27 pays de l'Union. Sinon, rapidement, pour compléter, évidemment, il y a aussi la Cour de justice de l'Union européenne, qui vérifie que tout est bien légal et qui résout un certain nombre, qui tranche sur des conflits. La Banque centrale européenne, mais qui, elle, gère l'euro uniquement pour les 19 pays membres de la zone euro et qui assure la stabilité des prix. Et également, il y a une Cour des comptes européenne qui a pour objectif d'améliorer la gestion financière. Enfin, et pour compléter, pour que vous compreniez un petit peu, parce que c'est vrai que c'est complexe, c'est vrai que c'est complexe. Enfin, si on ne l'explique pas du tout, les gens vont, c'est sûr, peuvent encore moins comprendre et ça fait une espèce de monstre lointain. Alors, donc, au-delà de cette institution, il y a 2 organes consultatifs, le Comité économique et social européen et le Comité européen des régions. Ces 2 organes décident et ont un rôle aussi tout à fait important. Et l'Union compte aussi de nombreuses agences dont vous avez dû entendre parler, la BEI, la Banque européenne d'investissement, et par exemple encore Frontex, qui est l'agence qui est chargée de, puisqu'on est dans un espace ouvert, en tout cas, de faire un certain contrôle aux frontières. On en a beaucoup parlé depuis la crise migratoire de 2015. Il y a autre chose que je commente encore rapidement de ce point de vue-là, c'est que vous avez Conseil européen et Conseil de l'Union européenne, vous avez bien compris, c'est-à-dire qu'en fait, le Conseil européen, ce sont uniquement les chefs d'État et de gouvernement, et vous avez le Conseil de l'Union européenne, c'est l'ensemble des ministres de tous les pays. Et alors, on les confond, ces deux-là, aussi parfois avec le Conseil de l'Europe, dernière précision, qui, elle, est une organisation pan-européenne créée en 1949, donc, et qui ça a été créé bien avant l'UE, et qui est chargée essentiellement, enfin ça se décline évidemment sous plein de formes différentes, de faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, c'est le traité de Londres qui l'a créé, et elle regroupe actuellement 47 États européens qui regroupent 830 millions de citoyens. Vous voyez, ce sont des questions extrêmement importantes. Et ce dont on parle sur la Pologne et sur la Hongrie, eh bien, quelque part aussi, ça fait partie aussi de ce que défend aussi le Conseil de l'Europe à certains égards. Tous les membres de l'UE sont également membres du Conseil de l'Europe. Et je vais terminer par là. Hasard total du calendrier, l'Allemagne vient de prendre également, il y a quelques jours, en novembre 2020 et pour 6 mois, la présidence du Conseil de l'Europe. Donc, je ne sais pas si vous voyez, les Allemands ont à gérer la crise du Covid et tout ce que ça implique en interne. Et en plus de ça, ils ont la présidence du Conseil de l'UE et en plus de ça, ils ont la présidence du Conseil de l'Europe. Donc, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que on a tout de même beaucoup de chance, quoi qu'on pense de l'Allemagne et des dirigeants allemands, d'avoir actuellement en Europe une présidence allemande. Et ce, pour quelle raison? C'est qu'ils ont les épaules pour le faire. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça change tous les 6 mois. Avant, c'était la Croatie. Imaginez la Croatie avec tout ça sur les bras actuellement pour essayer de faire avancer les négociations. D'accord? C'est une question d'équipe. C'est une question aussi de personnel, c'est une question de rôle et d'influence dans l'Union européenne. Donc, avant, c'était la Croatie, là, c'est l'Allemagne. Ensuite, ce sera le Portugal. Ensuite, ce sera la Slovénie. La Slovénie qui, avec la Pologne et la Hongrie, sont en train de mettre des bâtons dans les roues pour le budget et le plan de relance. Et ensuite, au premier semestre, et je terminerai par cela, ce sera la France.
au premier semestre 2022. Hein, les Allemands et les Français préparent, pas, j'allais dire déjà dans la continuité, hein, le relais entre la présidence allemande et la présidence française, même si il ne faut pas oublier qu'en France, au même moment, nous aurons la présidentielle française et qu'on ne sait pas du tout ce qui en sortira. Hein, mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'était ça le message aussi, c'est que l'Allemagne, sa dernière présidence, c'était en 2007. Et oui, on est 27, et donc c'est à tour de rôle tous les 6 mois. Et donc c'est un coup du hasard, du calendrier, du destin, hein, qu'un grand pays comme l'Allemagne soit aux manettes actuellement pour gérer cette crise. Alors, c'est important, une présidence de l'Union européenne. C'est un moment où on peut vraiment, hein, si on sait négocier et si on a suffisamment d'influence, à condition évidemment que tout le monde le veuille, c'est l'autre condition, hein, avancer concrètement sur des dossiers. La dernière présidence de l'Union européenne, hein, c'était donc en 2007, et l'Allemagne avait réussi, hein, à mettre sur les rails le traité de Lisbonne. Pourquoi traité de Lisbonne? Parce que c'est la même succession que cette fois, après l'Allemagne, Portugal. Et donc, c'est pour ça que c'est le traité de Lisbonne, c'est parce que hein, il a été finalisé sous la présidence de l'Allemagne et finalement signé sous présidence portugaise. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus compliqué, hein, pour l'Allemagne parce qu'elle avait tout un programme qui a été remis en cause. Hein, parmi les grands points qui devaient être au centre de la présidence allemande, il y avait l'indépendance stratégique de l'Europe et notamment les relations avec la Chine. Et évidemment, c'est présent. Hein, il y a eu, alors sous forme de vidéoconférences, hein, des réunions avec les Chinois, notamment en septembre-octobre, hein, où on a discuté de choses évidemment extrêmement importantes et qui vont revenir très rapidement au devant de la scène. Hein, s'il ne faut pas se leurrer, c'est un sujet absolument central pour les années qui viennent, les relations commerciales, notamment entre l'UE et la Chine. On a été longtemps très gentils, mais il y a un moment aussi où il faut poser nos marques. Et donc, ce que l'Allemagne pensait mettre comme priorité a en partie disparu derrière l'urgence, hein, qui était de faire face à cette crise énorme à laquelle nous sommes tous confrontés et qui a des incidences et des conséquences absolument dans tous les domaines. Hein, voilà. Et donc voilà, j'ai essayé de poser le cadre, Jean-Michel, excusez-moi, j'ai été un peu longue, mais ça remet peut-être un petit peu les choses à leur place et la présidence allemande en perspective. C'est la présidence de toutes les chances, mais aussi de tous les dangers. Merkel ne peut rien toute seule. Hein, il faut aussi des gens qui aient la volonté d'avancer avec elle. Alors, elle est capable, et elle l'a montré, de revenir sur ses lignes rouges. On le verra en parlant du plan de relance européen qui a été mis au point entre elle et Macron dès le mois de mai, hein, bravant un certain nombre de tabous et aux grandes dames d'un certain nombre d'Allemands d'ailleurs. Hein, mais voilà, il y a une situation d'urgence et Angela Merkel n'est pas une idéologue, là encore, c'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique et autant, et je vais finir par une boutade, voilà, qu'il faut prendre comme tel. Les Français sont très axés problème, les Allemands, et notamment leur chancelière actuelle, sont très axés solution. Hein, et donc, en fait, c'est très simple. Si l'économie européenne s'effondre, l'Allemagne s'effondre. Et donc, très clairement, c'est l'intérêt premier de l'Allemagne que ce plan européen sauve l'Europe et donc sauve l'Allemagne. Merci, Michel. J'ai passé la parole à Gabriel. Gabriel, vous suivez depuis plusieurs années, hein, un petit peu ce qui se passe à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette préparation, de cette présidence allemande du Conseil de l'Union européenne? La présidence, je remercie naturellement sur le fond de ce qui a été dit, parce que c'est extrêmement important d'avoir tous ces éléments en tête quand on évoque le jeu institutionnel, et qu'on comprend aussi à quel point les ambitions des États peuvent être importantes quand leur présidence arrive. Parce qu'ils se disent, c'est là qu'on va pouvoir faire rayonner notre État, naturellement, mais aussi avancer nos priorités. Et comme le disait tout à fait bien Michel, pour l'Allemagne, il était essentiel, avant la crise de Covid, de faire avancer ses priorités qui sont la question de la politique industrielle, qui est centrale, naturellement, dans sa politique extérieure comme intérieure à l'Union, d'avancer sur le sujet de la Chine, des accords de libre-échange aussi, et aussi, et là on revient sur la question du franco-allemand, en résonance à ce tandem qui s'est créé avec Emmanuel Macron, d'avancer également sur les questions institutionnelles.
et je parle ici de la conférence sur le futur de l'Europe. Donc la préparation qui a commencé il y a plus d'un an et demi de la présidence allemande portait sur naturellement l'emploi je dirais de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui ont été recrutées pour travailler, pour venir à Bruxelles, pour travailler dans les ministères, aller voir les différents stakeholders, donc les différentes personnes qui sont décisionnaires, pour leur poser des questions, savoir dans quelle direction l'agenda législatif allait aller, quels vont être les grands défis, comment on peut y apporter des solutions. Et moi, j'ai pu voir ça au sein du Parlement européen, puisque le Parlement européen s'organise autour de commissions parlementaires qui gèrent des sujets différents comme le transport, l'écologie, les affaires institutionnelles, commission à laquelle j'appartiens, où on a vu des fonctionnaires qui sont venus nous voir et on dit bon, qu'est-ce qui va se passer dans ce mandat et comment nous, on peut contribuer à ça. Et c'est un travail qui a été absolument remarquable et qu'on ne voit pas systématiquement. Je pense également à la présidence croate qui n'a pas fait ce travail-là et qui est arrivée un peu souvent sur les sujets comme un cheveu sur la soupe sans connaître forcément le fond des dossiers. Donc, au moment de la préparation de cette présidence, les Allemands étaient, comme je l'ai dit, très axés sur les questions économiques, mais également sur les questions institutionnelles. Nous avons eu plusieurs réunions bien en amont, au moins 6 mois avant la présidence, avec les différents ministres allemands qui sont venus à Bruxelles parler des sujets. On a travaillé sur la conférence sur le futur de l'Europe et l'ambition était importante. Elle n'était peut-être pas aussi importante que l'ambition française, puisque la conférence telle qu'elle a été pensée d'abord par Emmanuel Macron dans son programme, mais ils avaient quand même l'ambition de pouvoir travailler sur les questions que sont par exemple l'unanimité, tout à l'heure Michel en a parlé, l'unanimité au Conseil notamment, et puis comment aussi redonner un peu de légitimité à la construction européenne. Le point a été évoqué, il est absolument fondamental pour comprendre aussi dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons une union qui aspire, en tout cas du point de vue de certaines institutions, comme la Commission ou le Parlement, à travailler de manière plus commune. Et puis nous avons les États qui, eux, vont regarder leur précaré et qui vont fonctionner selon le mécanisme du consensus, comme on le connaît. Et donc, cette dynamique-là fait que nous avons eu une présidence qui a été, ou en tout cas une préparation de présidence qui a été absolument bien menée, mais qui s'est heurtée, comme cela a été évoqué naturellement, aux difficultés sanitaires que nous avons connues à partir de mars et qui a considérablement bouleversé en fait tout l'agenda et qui a obligé la présidence allemande de revoir ses priorités en profondeur. Et j'y reviendrai, je pense, tout à l'heure quand on parlera justement de cette étape de l'adaptation de la présidence allemande à la crise du Covid. Ok, merci Gabriel. J'aurais voulu aussi qu'on parle pendant cette phase préparatoire, à côté de la préparation de la présidence du Conseil de l'Union européenne, un des grands acteurs du franco-allemand, je pense entre autres à l'OFAGE, avait organisé un certain nombre de manifestations qui devaient avoir en marge de cette présidence. Donc, Catherine, est-ce que tu peux nous en parler, même si tout n'a pas malheureusement pu se réaliser à cause de la Covid-19 ? Oui, bonsoir. Donc l'OFAGE, très, très brièvement pour rappel, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc c'est une organisation, je sais que vous êtes familier, donc j'en dirai brièvement quelques mots, qui a été créée dans le cadre du traité de l'Élysée en 1963 pour approcher les sociétés civiles françaises et allemandes et favoriser donc les échanges de jeunes de France et d'Allemagne. Son rôle a été renforcé tout récemment encore lors de la signature en 2019 du traité d'Aix-la-Chapelle, qui a permis de faire au Fonds citoyen franco-allemand de voir le jour, et l'OFAGE anime et gère ce fonds actuellement. Donc c'est un office, donc une organisation internationale donc qui gère de nombreux programmes, environ 8000 par an, de rencontres de jeunes, de groupes ou d'échanges individuels. Et donc depuis ses origines, en fait, l'OFAGE a une vocation européenne qui est très forte, beaucoup dans un premier temps
en lien avec les pays d'Europe centrale et orientale, en lien également avec les pays d'Europe du Sud-Est, et qui a participé à sa manière et à son niveau à tout un processus à favoriser en fait tout un processus de réconciliation entre et à montrer l'expérience qui a pu être celui de la France et l'Allemagne à destination de jeunes. Pour favoriser la transition démocratique, le soutien à l'engagement et à la conscience démocratique dans les pays, dans des pays autrefois voisins de l'Europe, de l'Union européenne, de la communauté européenne. Donc, c'était assez naturellement, finalement, et encore plus du fait de cette présidence allemande du Conseil de l'Union européenne qui s'annonçait on a cherché à renforcer, à accompagner et finalement à apporter notre pierre aux objectifs en termes de jeunesse, en matière de jeunesse de la présidence allemande, qui est beaucoup axée sur tout ce qui relève de la conscience démocratique, de faire aboutir en fait des discussions européennes sur la conscience démocratique, l'engagement démocratique parmi les jeunes en Europe. Donc on a voulu souligner voilà, ce qu'on pouvait apporter, ce que finalement l'expérience franco-allemande pouvait apporter dans ce domaine, et que, comme tu le soulignais, Jean-Michel, on a organisé et on continue de le faire. Il y a d'ailleurs un événement important avec le European Youth Parliament qui est en cours actuellement, qu'on a organisé, donc différents événements pour faire porter la voix des jeunes en Europe, la voix des jeunes français et de France et d'Allemagne, mais aussi la voix de jeunes Européens de l'Europe entière, pour mieux faire comprendre et faire partager ce qui est important pour eux, comment évidemment ils voient l'avenir, leur propre avenir, et à la fois l'avenir de l'Europe dans ce contexte de crise du Covid. Ok, mais merci Catherine. Je rebondis un petit peu sur ce que disait tout à l'heure Gabriel. Finalement, préparation longue, bien anticipée de nos amis allemands. Pas d'énormes surprises par rapport à ça, par rapport au mode de fonctionnement un peu habituel. L'arrivée du Covid, donc remise en cause un petit peu de la feuille de route initiale, et donc réécriture de la feuille de route. Comment ça s'est un petit peu passé tout ça? Parce que le Covid, c'est, on va dire, décembre, janvier. Le confinement, c'est mars. Les choses étaient déjà bien avancées quand ça a commencé. Gabriel? Je pense que oui, effectivement, les choses étaient bien avancées, mais il y a quelque chose qu'il faut aussi percevoir. C'est ce que disait Michel tout à l'heure sur les différentes configurations des réunions du Conseil. C'est une chose. Ce sont des réunions qui sont absolument importantes et cruciales pour discuter de l'état de la législation ou des propositions qui sont sur la table. Néanmoins, peut-être le tempérament, en tout cas la nuance que je donnerais à sa présentation, c'est de bien remarquer et souligner qu'il y a un lien extrêmement fort entre le Conseil européen et le Conseil des ministres. C'est-à-dire que si le Conseil européen n'est focalisé que sur un sujet, il est évident que les sujets du Conseil des ministres en pâtiront. C'est-à-dire que quand le Covid est arrivé, le Covid était le sujet à traiter, et donc les conséquences économiques du Covid, ce qui a fait que la présidence allemande, tous les sujets qui avaient, si vous voulez, en attente de traitement, ont été repoussés pour la plupart, quand ils n'étaient pas dans les pipelines législatifs urgents, et tout s'est organisé autour de comment on fait quand même la solidarité européenne, c'est-à-dire à très court terme, comment on gère l'urgence, comment on peut essayer d'organiser des transports de malades, des achats groupés, ce genre de choses, comment on avance sur la question du vaccin. Tout ça, ça a mobilisé entièrement la présidence allemande, et pas simplement, sur les tout premiers mois sur toute la période de son travail, je dirais principalement, même si les sujets du budget
sont arrivés. Le budget est évidemment lié à la relance et les sujets institutionnels sont naturellement passés là à la trappe. Donc, le Conseil est mobilisé principalement sur le Covid. On voit quelques sujets émerger, mais cette présidence s'est réduite un peu à peau de chagrin, je dirais, sur ces questions-là. Alors, différents paquets législatifs sont arrivés sur la table, et peut-être que Michel en parlera, comme le nouveau paquet sur la migration, qui a été discuté au Conseil. Mais encore une fois, toutes les discussions qu'on a eues au Conseil récemment ne sont jamais conclusives, parce qu'elles ne sont pas urgentes. Ou en tout cas, elles sont jugées par les États membres comme étant moins urgentes que les questions sanitaires. Donc, voilà où nous nous trouvons un peu, et je pense que mes co-participantes amèneront certainement des tempéraments à ce que je dis, je l'espère. Non, mais effectivement, l'Allemagne avait vraiment beaucoup d'autres dossiers à faire avancer. Mais puis de toute façon, les questions écologiques aussi étaient importantes. Je me permets juste de souligner qu'elles ne sont pas passées complètement à la trappe, puisqu'elles ont été, on leur a fait une large place dans le plan de relance, et que c'est une autre façon. Donc, Ursula von der Leyen avait déjà annoncé avant la présidence allemande, en tout début de son mandat, que le Green Deal, le fameux Green Deal, serait au centre de sa présidence de la Commission. Et ça, c'est pas passé à la trappe pour le coup. Ça aurait pu, mais bon, il y a une prise de conscience dans les populations européennes et aussi au niveau des dirigeants. Et effectivement, on veut inclure ça. Alors, il y a toujours des gens qui vont venir vous dire oui, mais alors attends, là pour l'instant la priorité c'est pas le climat, c'est pas l'écologie, regardez le nombre d'industries qui vont mourir et des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de chômeurs qu'il va y avoir. Et c'est un vrai dilemme. Je veux dire, il faut pas non plus se leurrer. Il n'est pas exclu que dans quelques temps on ait en Europe de nouveau aussi des gens qui soient aux manettes, quelles qu'elles soient, qui vont dire attendez, l'histoire écologique c'est bien, mais c'est du moyen et du long terme, il faut sauver l'immédiat, y compris d'ailleurs des industries qui n'ont pas tellement d'avenir, il faut bien dire ce qui est, et Dieu sait si l'Europe en a, et la France aussi. Donc l'idée ou des branches d'activité, et c'est ça qui va être terrible, c'est que en réalité les questions écologiques sont non pas, comme voudraient le faire croire certains, des questions de moyen et de long terme, elles sont urgentissimes, et en même temps, eh bien, il y a aussi plein d'autres urgences à gérer. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que dans le plan de relance européen, cette préoccupation est très largement présente, puisque le déblocage d'un certain nombre de crédits et d'aides est tout à fait lié, sous forme de conditionnalité, au respect d'un certain nombre d'engagements, justement, et de modifications dans les façons de faire dans tous les domaines économiques. Donc, en réalité, d'une situation très compliquée, si chacun respecte tout ça et qu'on avance ensemble dans le même sens, j'essaie de trouver aussi au milieu de cette situation compliquée des notes évidemment positives, c'est que si on arrive à lier urgence économique et urgence écologique, il y a des centaines de milliers d'emplois, des millions d'emplois à créer en produisant désormais différemment. Le problème, donc ça peut tout à fait, je termine d'abord cette phrase-là, ça peut tout à fait vraiment être très positif pour nos économies et pour l'emploi. Mais effectivement, ça va prendre un certain temps, tout ça, à prendre effet. Et c'est ça qui me fait un tout petit peu peur, je dois dire, mais Gabriel pourra nous donner son avis aussi là-dessus, c'est que entre le moment où les fonds vont se débloquer, où les engagements seront pris de produire différemment, où on va produire différemment, et entre-temps, des millions d'emplois qui vont disparaître dans des industries qui sont non seulement pas écologiques, mais en plus qui sont des industries du passé, est-ce qu'il ne peut pas y avoir quand même le risque alors que c'est ce qu'il fallait faire, évidemment, lié écologie et économie. Je veux dire, il n'est plus temps de discuter de quoi que ce soit d'autre en réalité. C'est une véritable urgence. Enfin, on le voit tous les jours au coin de notre rue. Donc, et c'est ça qui fera bouger les gens, certainement. C'est qu'on commence vraiment à être touché dans nos vies quotidiennes aussi par toutes ces questions. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'exploitation, je vais y aller carrément, par les nationaux populistes, de dire, regardez cette Europe qui nous fait des choses qui seront opérationnelles dans 10 ans, alors que moi, je veux sauver vos emplois tout de suite, nous diront les nationaux populistes. Et là, je vois un risque de décrochage d'une partie de la population qui est en véritable souffrance. Catherine ?
Oui, alors c'est une présidence de gestion de crise. Aussi, bon, c'est une présidence qui a à voir à les discussions en fait sur les négociations des grands programmes, des gros programmes européens qui sont en cours, donc et qui doit faire aboutir, cela. Présidence de gestion de crise, ce qui veut dire aussi qu'elle a un rôle extrêmement important dans les messages de solidarité, d'unité, mais aussi beaucoup de solidarité que l'Europe peut apporter. Et en ce sens-là, il me semble que c'est une chance, effectivement, je crois que c'est Michel qui le soulignait, que ce soit l'Allemagne actuellement qui puisse gérer toute cette période et continuer à porter des valeurs qui sont nécessaires et au cœur du projet européen. Ce qui n'est pas forcément évident à porter. Et ce n'est pas du tout un mot galvaudé d'employer ce mot-là quand il s'agit des questions européennes et de ce que peuvent partager les citoyens européens. Gabriel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je passe la parole j'allais dire à la salle, mais c'est des vieux réflexes en fait. Non, bien sûr, effectivement. Bon, après, je voulais peut-être compléter un tout petit peu de mon point de vue sur les questions écologiques. Je pense qu'elles étaient, la présidence allemande en avait fait effectivement une priorité. C'est également un des messages principaux qui est sorti des élections européennes, c'était la question environnementale et climatique. Et le Parlement européen est extrêmement mobilisé, extrêmement ambitieux dans les négociations du budget et du cadre financier pluriannuel, en demandant la conditionnalité, comme Michel le disait, de beaucoup d'aides qui vont être attribuées. Et la présidence allemande a tout à fait bien accompagné ce mouvement. Je ne pense pas qu'elle l'a initié, mais elle l'a absolument bien accompagné. Et en ce qui concerne la remarque de la reprise par les populistes de ce delta de temps qu'on aura entre le nouveau budget qui arrivera et quand ça pourra effectivement créer des emplois, c'est également ma crainte. Et quand je vois aujourd'hui le veto des Polonais et des Hongrois, je sais qu'ils utilisent aussi le fait de repousser cette décision pour pouvoir dire, regardez, l'Europe ne fonctionne pas. Alors, OK, on utilise le veto pour tout bloquer, mais vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et en plus, vous n'aurez pas l'argent pour pouvoir reconstruire l'économie. Donc, oui, ils le font déjà. Et il faudra arriver à débloquer ces fonds le plus rapidement possible. Et je finirai là-dessus en disant que souvent, tu parlais d'éducation tout à l'heure à l'Europe, il faut savoir qu'une grande partie des fonds européens ne sont pas utilisés. Et ils ne sont pas utilisés parce qu'il y a des autorités locales qui n'en font pas forcément la publicité. Les acteurs sur le terrain ne connaissent pas forcément les fonds, ce qui fait que l'Europe met à disposition, mais les terrains économiques locaux ne perçoivent pas toujours cette manne. Donc ça, c'est aussi le travail d'information qu'il va falloir faire autour de ce nouveau budget et de ce cadre financier pluriannuel. Et c'est un sacré travail. Merci Gabriel. On en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie. J'ai passé la parole. Alors, Juste Jean-Michel, une toute petite remarque. L'ironie de l'histoire, tout de même, c'est que les Polonais sont parmi les plus habiles, justement, à transformer les fonds européens dans leur économie. C'est ceux qui ont le taux de conversion, j'allais dire, de ce qui leur est attribué pratiquement le plus fort. Voilà. Donc, eux, ils savent très bien faire. D'ailleurs, on pourra peut-être justement leur faire remarquer que sans ça, ils vont peut-être quand même avoir des problèmes. Voilà, mais enfin, on y reviendra tout à l'heure. Merci Michel. Y a-t-il des gens qui veulent poser une question? Donc, vous ouvrez votre micro dans ce cas-là et vous posez votre question. En quoi cette présidence se distingue-t-elle par rapport aux précédentes? Qu'est-ce que c'est de spécial, mis à part le fait qu'il faut agir dans l'urgence? Personnellement, j'avoue que j'ai un tout petit peu de mal à cerner le sens de la question. Parce qu'elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Il y a des questions récurrentes sur lesquelles toutes les présidences travaillent. Ensuite, il y a des moyens, comme je disais, il y a la carrure, il y a les épaules ou pas, et donc il y a des présidences qui sont plus efficaces que d'autres. Après, il y a souvent des crises en Europe, donc il y a déjà eu effectivement beaucoup de présidences qui avaient à traiter des choses, voilà, je veux dire, après la crise de 2008, ça n'a pas été facile non plus, toutes les présidences qui ont dû suivre ça. La question était les priorités. Est-ce que les Allemands avaient des priorités différentes par rapport à ceux qui les précédaient?
C'était ça, en fait, le but de ma question. Ah bah, les négociations entre l'UE et la Chine, la Croatie, si tu veux, non, c'était pas, non, c'est vraiment l'Allemagne qui a mis en avant, par exemple, cette nécessité pour l'Europe d'arriver à parler d'une façon plus ferme et en même temps très très dans la coopération, mais d'une façon plus fair-play probablement, on va le dire gentiment comme ça pour l'instant, hein, avec les partenaires chinois. Ça, c'était pas du tout une priorité de la présidence croate avant eux. Hein. C'est pareil, pour avancer sur les questions institutionnelles de l'Europe, t'imagines bien qu'il faut quand même des gros calibres. Voilà, donc, mais c'est quelque chose qui était dans les tuyaux depuis un petit moment, mais ce n'est pas les Croates qui vont nous modifier le traité sur l'Union européenne et encore moins son article 2 qui nous embête tant aujourd'hui puisqu'il faut l'unanimité. Hein, c'est ce fameux article 2 voilà, où je vois mal les Croates levant le doigt d'une façon extrêmement menaçante vis-à-vis des Polonais et des Hongrois. Hein, je respecte parfaitement les Croates et c'est un pays merveilleux, mais enfin, il faut être réaliste sur le poids politique des uns et des autres. Donc voilà, chaque présidence est différente et moi, je souhaite aux petits pays plutôt enfin, si tant est qu'on en est dans les années qui viennent, de traverser plutôt des zones un peu moins turbulentes parce que là, je veux dire, la force qu'il faut mettre actuellement dans chaque dossier et la rapidité, hein, j'allais dire, c'est un peu comme le vaccin, si je peux me permettre cette comparaison qui a évidemment ses limites, c'est que normalement, un vaccin, il faut 10 ans pour le mettre sur le marché. Une présidence d'un petit pays va pouvoir faire avancer doucement un dossier. En revanche, là, le vaccin, vous avez vu l'allure à laquelle ça se fait, mais c'est parce que le monde entier y a mis les moyens et les équipes. Hein, et donc là, c'est pareil, les Allemands ont évidemment plus de moyens à mettre et plus d'influence que des petits pays. Voilà. Mais chaque présidence définit ses propres priorités. Gabriel, tu veux rajouter des choses ? Oui, peut-être aussi rappeler que le Conseil de l'Union européenne, donc là où l'Allemagne est présidente aujourd'hui, a aussi un secrétariat général et une administration qui fonctionnent indépendamment des présidences. C'est-à-dire que la présidence arrive et elle dit, bon, nous, on veut travailler sur tel et tel sujet, et derrière, l'administration va essayer effectivement de mettre ça en musique. Mais pour répondre à la question de Brigitte, je dirais, la présidence est le décalcomanie, le calque européen de l'identité d'un État, c'est-à-dire de ce qu'il veut, mais aussi ce qu'il peut. Et c'est pour ça que je pense que la formule de Michel est parfaitement juste. Il faut des gros calibres. Vous pouvez avoir des grandes ambitions, mais si vous êtes tout petit, vous ne pouvez pas en avoir. Et je me souviens de la présidence estonienne qui avait focalisé sa présidence sur les questions de marché digital. Pourquoi ? Parce que l'Estonie a une expertise toute particulière sur ces questions-là. Et elle a aussi la réputation de l'avoir. Et c'est ça qui est très important dans les négociations européennes, c'est la perception qu'ont les gens de vous. Donc, quand vous arrivez en tant que président sur un sujet où vous êtes perçu comme étant pertinent, vous avez d'autant plus de chances de pouvoir amener les dossiers à maturité, ou en tout cas, arriver à quelque chose. Voilà. Une des particularités de la présidence aussi allemande, ça a été aussi que son programme qui était prévu était un programme qui était co-construit avec la France. Quelqu'un veut répondre ? Marie-Georges, tu veux intervenir ? Gabriel, Michel ? Je ne sais pas dans quelle mesure, c'est probablement Gabriel qui le sait le mieux, mais de toute façon, la concertation franco-allemande en amont, elle existe pratiquement dans tous les domaines. Donc, ça m'étonnerait que Merkel n'ait pas discuté avec Macron des priorités effectivement à mettre en œuvre. Elle est sine qua non, en fait. Ouais. Quasiment. Ouais. Peut-être juste un mot, dire qu'effectivement, les présidents se voient souvent aussi en trio de présidence, hein, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils travaillent dans une séquence politique qui s'articule autour d'1 an et demi. Après, chaque présidence est au milieu d'un trio, donc les trios évoluent naturellement. Mais effectivement, de toute façon, la présidence a été travaillée avec les Français depuis fort longtemps. Les priorités diplomatiques de Paris et de la France étaient bien connues de la chancellerie, qui a adapté aussi le projet, notamment sur la dernière partie, la partie institutionnelle que j'évoquais tout à l'heure, parce que ce n'est pas une revendication de l'Allemagne d'avoir cette conférence sur le futur de l'Europe. Donc oui, absolument, ça a été fait comme ça. Et la présidence allemande, encore une fois dans sa dimension institutionnelle, a été vue dans la perspective de la présidence française. C'est-à-dire que la présidence allemande devait démarrer les négociations et la présidence française devait les clore. En sachant, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était toi, Catherine, ou si c'était Michel, que la présidence française ne va pas durer 6 mois. Elle va durer
2 mois et demi, parce qu'après, il y aura l'élection présidentielle en France. Et qu'après 2 mois et demi, il n'y aura plus personne pour porter vraiment les priorités de la présidence française. Et je dis ça de manière un peu crue et un peu triste, mais c'est ce qui se passera vraisemblablement. C'est pour ça que les Français misaient énormément sur cette présidence allemande pour être en capacité de pouvoir très rapidement, dès le début de la présidence française, mettre en place les choses qui étaient prévues de faire conjointement. Voilà. Une petite question dans le chat, petite question, est-ce que 6 mois, ce n'est pas trop court par rapport à la présidence? Qu'en pensez-vous? Ah ben, c'est toujours trop court, mais t'imagines si chaque pays avait ne serait-ce qu'1 an au lieu de 6 mois, on est 27, c'est tournant, Oui. c'est chacun son tour. Donc là déjà, l'Allemagne, la dernière fois, c'était 2007, hein, logique, on est 27. Ouais. Donc t'imagines, un pays a la présidence tous les 27 ans, donc je pense qu'il y a un problème de ce point de vue-là. Mais comme c'est censé travailler en concertation, tout ça, ben voilà, on fait avec. Autre Évidemment que c'est question. très court. Pardon. Oui, il y a Annick et Claude Mandel qui voudraient parler. Bon, pardon, je voulais savoir si les négociations avec le Royaume-Uni sur le Brexit ont fait partie des priorités ou des domaines d'intervention de la présidence allemande. Gabriel, ou Michel, ou Catherine, Moi, je dirais juste, après je passe la parole aux deux autres. Ben forcément, il s'en serait bien passé. Franchement, il s'en serait bien passé parce qu'on a vraiment beaucoup d'autres choses à faire. Donc, si seulement on avait pu, les Britanniques avaient respecté ce qui avait été négocié magistralement par Michel Barnier, hein, on n'en serait pas là non plus. Et malheureusement, ça vient encore prendre du temps alors qu'il y a plein d'autres dossiers urgents. Donc, il s'en serait bien passé, mais forcément, effectivement, ça fait encore partie des dossiers. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais on est fin novembre, hein, donc la plus forte probabilité, c'est quelque chose de catastrophique à la fois pour le Royaume-Uni et pour nous. Et avec de nouveau des centaines de milliers d'emplois à la clé, c'est un no deal. Super. Juste un mot sur le Brexit. J'ai eu la chance de vivre ça de l'intérieur. Je ne sais pas si le terme chance est vraiment le bon terme pour parler de ce mélodrame qui se tire et se tire depuis maintenant des années. La présidence allemande a été certes impactée, naturellement, parce qu'elle a dû pousser à certains moments les positions du négociateur, mais spécifiquement sur ce sujet-là, on est sur un des cas extrêmement rares où on a 27 États qui sont absolument unis sur une position parce qu'ils savent que s'ils montrent la moindre fissure dans l'armure, le consensus explosera. Donc, pour ce cas précis, effectivement, je pense que la présidence était peut-être un peu moins importante parce qu'on avait un très bon négociateur. Et ce que j'entends au Parlement, et je peux vous le dire, c'est que vu que Boris Johnson joue toujours au malin, on risque d'avoir une session extraordinaire du Parlement européen le 28 décembre pour voter l'accord de sortie, ou en tout cas le no deal. Et le problème, c'est que le 28 décembre, connaissant les députés européens, ils seront certainement extrêmement énervés des manœuvres de Boris Johnson et ils risquent de voter effectivement pour un no deal sec. Voilà. On verra. On va avoir certainement des négociations qui vont se faciliter dans les tout derniers jours avant Noël. Comme toujours. Oui, Catherine, ou Henri-Georges? Henri-Georges. Oui. Je pense qu'on peut faire confiance de toute façon à Michel Barnier qui a prouvé depuis pas mal de temps qu'il était l'homme de la situation pour les négociations. Personnellement, cet ami, je le connais très bien, je connais sa famille, donc et je vois le travail qu'il fait. Mais je pense que Mme Merkel peut se reposer effectivement pendant sa présidence sur la responsabilité de Michel Barnier. Par contre, qu'en est-il, à votre avis, des possibilités de la présidence allemande et notamment de Mme Merkel de convaincre la Hongrie et la Pologne de lever leur veto par rapport au CFP? Est-ce que vous pensez qu'elle aura des arguments suffisamment solides et lesquels pour convaincre Orban et les Polonais à accepter le CFP? Henri-Georges, tu nous amènes dans la transition de la deuxième partie, mais on va comme ça rentrer doucement dans la deuxième partie. Merci pour la question. Donc, qui d'entre vous veut répondre à ce point? Michel, je crois que tu voulais évoquer ça, donc je te propose de prendre la parole. Voilà. Oui, mais j'en suis muette, quoi. Tu vois, j'en ai le souffle coupé de cette histoire. Non, bon, je rigole. D'accord. Donc, l'idée, c'est que ce n'est pas, tel que la question a été posée, c'est est-ce que Merkel a des arguments suffisamment solides? Alors, pour moi, d'après moi, ce n'est pas comme ça que la question se pose.
la question se pose quelque part entre deux visions de l'Union européenne. Merkel étant effectivement d'un côté et les Polonais et les Hongrois dans l'autre. Mais il faut, je pense, prendre l'échelle au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des pays de l'Union européenne n'en peuvent plus de la position polonaise et hongroise, et tout comme vis-à-vis de Boris Johnson, sont totalement excédés par cela. Quel est l'enjeu qui est derrière ? L'enjeu qui est derrière, c'est la vision qu'on a de l'Europe. Et là, effectivement, on a... mais je vais même aller plus loin que ça. J'ai vu passer quelque chose d'intéressant, une analyse des élections américaines. En fait, c'est dans l'ensemble du monde occidental qu'on a cette fracture. Hein. C'est pas Merkel contre Orban, c'est la moitié de la civilisation occidentale contre l'autre en quelque sorte, contre malheureusement, enfin un clivage fort qui est en train de se produire à l'intérieur même de nos civilisations, entre une vision d'un fonctionnement ouvert, démocratique, moderne, respectueux de l'état de droit, inséré dans le multilatéralisme et dans des formes de gouvernance qui sont négociées et qui sont ensuite respectées. Alors que l'autre bord, si j'ose dire, et on peut y mettre à peu près tous les... Alors Trump, vous voyez, aux États-Unis, les patriotes contre les mondialistes, si vous voulez, et chez nous, la même chose. Et en fait, d'un côté, les bons patriotes nationaux populistes qui prétendent défendre mieux que d'autres la patrie en défendant des intérêts nationaux, en cassant les accords, en revenant dans un bras de fer bilatérale au lieu d'entrer dans des négociations multilatérales. Or, est-ce que le fondement même de l'Union européenne, ça n'a pas été de sortir de conflits bilatéraux et souvent très élargis qu'on a eus pendant des centaines d'années avec les dizaines de millions de morts, les centaines de millions de morts qu'on connaît, pour justement, autour de valeurs partagées et de systèmes, et c'est à cela que servent les institutions européennes, c'est qu'on est le premier continent à justement avoir remplacé les armes par les armes de la négociation autour d'une table en multilatéral. Voilà, parce qu'on estime qu'on en a plus de bénéfices que d'inconvénients. Et donc, vous voyez, votre question, ce n'est pas Merkel contre Orban, ce sont vraiment deux visions du fonctionnement à la fois, et puis de ce qu'est la nation et de l'intérêt finalement supérieur de la nation. Alors, ils ne sont pas prêts de céder, on l'a vu encore jeudi, lors des dernières rencontres. Ils jouent au plus malin. En grande partie, évidemment, c'est également de la politique intérieure. Il faut bien voir qu'ils font semblant ou sont sincèrement convaincus d'incarner, eux, les vraies valeurs de l'Europe, avec comme arrière-plan, et ça rejoint ce que j'ai dit, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai ailleurs, avec une vision très conservatrice, très, on peut dire, éventuellement très réactionnaire de l'intérêt national. Et les vraies valeurs de l'Europe, c'est quoi? Alors, j'ai entendu quelque chose de très intéressant à ce propos, c'est qu'ils restent traumatisés par, et ça c'est vrai que nous ne l'avons pas vécu de cette façon-là, puisque Charles Martel a arrêté les Sarrasins à Poitiers il y a bien longtemps, mais les Ottomans sont arrivés aux portes de Vienne. Je vous rappelle que Eugène de Savoie ne les a repoussés des portes de Vienne qu'en 1686. Donc l'idée, c'est que eux, ils ont encore cette idée qu'on peut être envahi par le monde musulman, et que eux, ce sont actuellement les vrais défenseurs des valeurs européennes. C'est bien ça le fil qu'ils font passer chez eux. Et au nom de cette vision-là, eh bien, il y a tout ce qu'on a derrière. Mais vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement large en réalité, et ils ne sont pas prêts de céder, ces deux-là. Donc la question, sauf si évidemment l'Union européenne commence à faire davantage valoir la ficelle qui va à jouer sur la corde qui va leur faire mal, c'est qu'ils font partie, la Hongrie et la Pologne, des deux principaux bénéficiaires du plan de relance, toutes choses étant égales par ailleurs, en tout cas en millions, que par ailleurs la Pologne fait 70% de son commerce extérieur avec l'Union européenne. Donc s'ils veulent continuer à jouer au plus malin, comme dirait Gabriel, eh bien, effectivement, ils n'ont qu'à continuer à le faire, mais il y a un moment où ça va devenir compliqué pour eux aussi, au niveau du sauvetage de leur propre économie. Le problème, c'est qu'institutionnellement, on n'a pas 36 000 solutions, puisque
pour pouvoir avancer sans les Polonais et les Hongrois, il faudrait pouvoir le décider autrement qu'à l'unanimité. Et pour cela, il faudrait changer l'article 2. Et pour pouvoir changer l'article 2, il faudrait voter une modification de l'article 2 à l'unanimité. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, il va falloir, autrement dit, trouver peut-être d'autres solutions. Alors, la question, et ça, j'aimerais bien avoir l'éclairage de Gabriel là-dessus, c'est est-ce qu'on a bien fait avec le recul? Alors, si on se place sur l'idée que c'est une question fondamentale, que nous sommes un ensemble fondé sur l'état de droit et qu'on ne joue pas avec la justice, qu'on ne joue pas avec les médias, comme sont en train de faire ces messieurs à l'intérieur, eh bien, si on considère que c'est une question fondamentale, on a eu raison de lier le budget et le plan de relance à cette question-là. Alors, en revanche, il y en a qui commencent à dire, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de dissocier les deux, de continuer la procédure sur l'article 7 à l'encontre de la Pologne et de la Hongrie, qui de toute façon étaient mis un petit peu sur la sellette avec ces procédures de sanctions pour non-respect de l'état de droit. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de continuer ça, mais séparément? Ça, c'est la question, parce que du coup, aujourd'hui, on ne serait pas bloqué et le plan de relance serait déjà adopté, puisque eux aussi vont bénéficier de millions. Donc là, ils n'auraient rien pu opposer et ça n'était pas leur intérêt. Là, en revanche, Gabriel, comment est-ce qu'on voit les choses au niveau européen? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait finalement de laisser les deux thématiques, c'est-à-dire plan de relance et budget d'une part et procédure de sanctions via l'article 7 d'autre part, et de ne pas lier d'une façon aussi stricte les deux questions? C'est une réflexion qu'a posteriori on peut naturellement avoir, mais après, pour une grande majorité du Parlement et de nos édiles européennes, il était absolument nécessaire de trouver un moyen de contourner le blocage de l'article 7. Donc, encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Après, pour répondre à la question de manière générale, je dirais, ces gens-là, que ce soit Orban ou que ce soit le Premier ministre polonais, sont certes les héritiers d'une pensée politique ou d'une forme de pensée politique, mais d'abord, ce sont des voyous. Des voyous qui réinventent une idée nationale qui n'a absolument rien à voir avec peut-être des éléments peut-être plus factuels sur le développement de leur pays. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Estonie. Il se trouve que mon épouse est estonienne, donc j'ai pu être confronté à la montée de l'extrême droite en Estonie avec une nouvelle catégorie de populistes qui se déclament suprémacistes blancs, qui redécouvrent le Christ, alors que l'Estonie a un taux d'athéisme qui est le plus important en Europe. Donc, ils réinventent des phraséologies nationalistes pour pouvoir en fait favoriser une classe de dirigeants qui est au pouvoir, et c'est le cas en Estonie, c'est le cas en Hongrie, c'est le cas peut-être aussi en Pologne dans une certaine mesure, je le pense. Donc, cela m'indique à penser, et cela indique à penser beaucoup de monde ici à Bruxelles, que on peut négocier et on doit négocier avec des premiers ministres et des présidents d'États membres, mais il faut une extrême fermeté sur ce débat-là. Donc, si vous voulez, quand on parlait tout à l'heure, je pense que la question originelle, c'était effectivement est-ce que Mme Merkel a le ressort suffisant pour le faire? Je pense que oui, mais Mme Merkel n'est pas seule, elle fait partie d'un bloc que Michel évoquait, et ce bloc doit exercer une pression maximum sur les Polonais et les Hongrois jusqu'à ce qu'ils cèdent. Et ils céderont, parce que pour les éléments que Michel a donnés, à savoir qu'ils font partie des premiers récipiendaires, pas simplement du plan de relance, mais aussi des fonds de cohésion, c'est-à-dire qu'ils vivent principalement de ces fonds-là. Donc, ils céderont, mais encore une fois, cela doit se faire de telle manière à ce qu'ils ne perdent pas la face. Parce que la diplomatie européenne, c'est aussi un duel entre gentilshommes. C'est-à-dire qu'il faut que les partenaires ne perdent pas la face pour qu'ils puissent faire un compromis qui semble être dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de personne. Voilà. Donc, ce qui se passera vraisemblablement, c'est que les opinions publiques vont être mobilisées, que les États membres vont être mobilisés pour mettre la pression sur ces deux États, et qu'en fin de compte, il y aura un arrangement qui sera effectué certainement sur un autre domaine. Ça peut être la politique de défense, qui est extrêmement importante pour la Pologne. Ça peut être d'autres choses, tout simplement. Et la Pologne et la Hongrie, ou peut-être de manière disjointe, c'est-à-dire que la Pologne va commencer à dire « Ok, d'accord, peut-être », et elle lâchera la Hongrie, ce qui emmènera éventuellement les deux États à accepter. Je ne sais pas, c'est de la politique fiction, tout ça. En tout cas, aujourd'hui, ils sont extrêmement durs sur leur position, mais c'est une position de négociation. Et donc, ça implique qu'ils veulent négocier, tout de même. Catherine, tu veux rajouter quelque chose?
Moi, sur le sujet, pas spécifiquement, effectivement, je pense que on est dans une situation de négociation avec à la fin euh, des pays qui devront aussi s'adapter au regard, comme Gabriel le soulignait, notamment du fait qu'ils ont été très bénéficiaires qui sont très bénéficiaires sur les fonds de cohésion. Moi, je voulais simplement souligner, on évoquait tout à l'heure, au tout début de notre discussion, le Conseil de l'Europe, le rôle du Conseil de l'Europe et le fait que la présidence, que l'Allemagne était aussi présidente également du Conseil de l'Europe. Au regard de ces pays-là, c'est important aussi que, dans un sens un peu différent, l'Allemagne puisse continuer à donner un cap autour des sujets que porte le Conseil de l'Europe sur les questions d'état de droit, de conscience démocratique, etc., et puisse continuer à les faire vivre aussi d'une autre manière en complément des discussions vraiment dans le dur qui se passent au sein du Conseil de l'Union européenne. Merci Catherine. Raymond, tu voulais poser une question? Oui, juste pourquoi la Slovénie suit les positions de la Hongrie et de la Pologne? J'avoue qu'on en a parlé l'autre jour, on ne comprend pas bien. Est-ce que vous avez vu le personnage qui est à la tête de la Slovénie actuellement? C'est un grand copain de Melania Trump est slovène, je vous rappelle. Et donc, c'est un fan absolu de Trump. Est-ce que je crois que c'est nécessaire que je continue ou tout est dit à peu près? Si vous voyez les recoupements à peu près entre pas de problème, on a tout compris. Voilà, donc on a pas mal de choses. Cela étant, le président tchèque actuel, comme vous le savez, est très contesté et les citoyens se mobilisent, un peu moins évidemment actuellement à cause du Covid, mais le tchèque, il est pas mal non plus dans son genre en matière de corruption, hein, franchement là aussi, mais attention, il a compris, lui, que c'était l'intérêt financier de la République tchèque de ne pas suivre ses petits camarades. Et donc, pour la première fois depuis un bon moment, le groupe qu'on appelle le groupe de Visegrad, hein, qui regroupe les 4 pays, Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, n'est pas sur la même ligne concernant ce dossier, c'est-à-dire que Pologne et Hongrie mettent des bâtons dans les roues, pendant que le Tchèque et le Slovaque font pour l'instant le dos rond, hein, et veulent encaisser les sous. Voilà, hein, mais mais je vous rappelle qu'il ne faut pas non plus, je pense, voilà, trop taper uniquement sur cette zone. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps en Italie, il y avait quelqu'un qui s'appelait Salvini chez nous, hein, et qu'il y a eu d'autres choses et que d'autres choses peut-être peuvent nous guetter aussi. Donc je nous invite aussi à l'humilité par rapport à ça. Ce sont des dangers et c'est pour ça que j'allais à une échelle un peu différente tout à l'heure. Ces dangers, ils existent au sein de tous nos pays, de l'ensemble du monde occidental. Gabriel, tu veux rajouter quelque chose? No comments. C'était No comment. exactement ce que j'aurais pu dire. Très bien. Henri-Georges, tu voulais poser, je crois, une question aussi. Non, je ne voulais pas poser de question. C'était simplement une confirmation, ou un parallèle plutôt, qui a été fait, qu'on pourrait faire avec Orban et Polonais, je ne sais plus comment il s'appelle, en ce qui concerne ces gens-là qui s'inscrivent comme les défenseurs de l'Europe face à une éventuelle invasion du monde musulman. Je rappelle qu'à l'époque de l'ex-Yougoslavie, Milošević, Karadzic avaient exactement le même raisonnement. On sait ce qu'il en est devenu. Ok, je vous propose donc qu'on continue. On est déjà bien avancé dans cette deuxième partie. Est-ce qu'on peut regarder aujourd'hui, au mois de novembre, un peu tout le travail qui a pu être réalisé déjà par la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne? Des actions avec la difficulté liée à la Covid, mais des actions réalisées et la poursuite. Michel ou Gabriel, que peut-on en dire de ce qui... Les choses avancent a priori quand même. Mais Gabriel est au plus près, mais des décisions, il y a des décisions prises tous les jours au niveau européen, mais sur le gros sujet, on est pour l'instant en situation de blocage. Oui, c'est difficile d'arriver avec la petite liste, avec, vous savez, le programme et de dire ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. C'est des process qui sont longs, qui ont été considérablement bouleversés. Donc, les réalisations, elles sont nuancées, elles sont dans l'ombre.
elles sont dans la favorisation ou dans l'accélération ou dans la facilitation d'un débat. Donc c'est extrêmement difficile d'arriver et de dire alors, on a tout réussi là-dessus ou pas là-dessus. C'est pour ça que je pense qu'il faut plutôt tenir et considérer la facilitation des process. Et il faut, pour moi, la principale réalisation, paradoxalement, elle n'est pas dans la présidence allemande stricto sensu. La principale réalisation de l'Allemagne sur cette présidence, c'est de continuer et d'entériner le revirement de position par rapport à la relance budgétaire et la communautarisation de certaines dettes européennes. Parce que ça, on a derrière nous 10 ans au moins de discussion sur ce point-là, où l'Allemagne a toujours été extrêmement orthodoxe. Et moi, j'étais particulièrement choqué. À l'époque, j'habitais à Berlin et je me souviens des discussions en 2008, 2009, 2010 sur la Grèce et sur la question de solidarité européenne. J'entendais, je lisais des choses qui sont honteuses, qui sont fondamentalement honteuses sur la solidarité européenne. Pourquoi payer pour ces pauvres fainéants, etc. Et ce qu'a fait Merkel, et certainement grâce aussi à la discussion et à la collaboration avec Emmanuel Macron, dans la première quinzaine du mois de mai, c'est-à-dire ensemble de prendre la décision de faire sauter ce verrou-là et d'aller vers la solidarité européenne, c'est cet esprit-là qui a été celui de la présidence allemande. Et en ça, c'est la fondamentale réalisation de cette présidence. Voilà. Michel, tu veux rajouter quelque chose, ou Catherine? De toute façon, la présidence est encore en cours, même si elle est bien avancée. Effectivement, voilà, sur l'histoire de la Grèce, machin, etc. Effectivement, il y a des Allemands dans la rue qui disaient des choses absolument horribles. Maintenant, ça nous emmènerait dans un débat un peu plus long sur c'est quoi être tous dans le même bateau quand personne ne respecte les règles. Je veux dire, les gouvernements grecs ont été quand même largement corrompus aussi et ont largement participé à mettre leur propre pays dans la mouise pendant l'ensemble des années 2000. Donc les Allemands, les Allemands disent, mais ils l'ont dit dès le départ, avec d'ailleurs beaucoup d'arrogance et de façon très déplaisante. Je ne sais pas si vous vous souvenez le débat des années 90 avec Theo Weigel et son Dreikommanoul, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas des pays du Club Med qui un jour risqueraient de faire exploser la zone euro. Alors, n'empêche que quelque part, et c'est un peu ce qui s'est passé quand même, c'est-à-dire qu'on est passé au bord de l'explosion en 2008 parce que certains pays n'avaient pas… voilà. Maintenant, après, sur le fond, tout se discute. Sur la forme, il y avait eu des choses absolument, effectivement, qui n'allaient absolument pas. Mais voilà, en tout cas, effectivement, l'une des grandes surprises de l'année 2020, ce sera très certainement cette acceptation d'une communautarisation de la dette qui était franchement une ligne rouge, pas que de Merkel, mais allemande en général, et y compris de la social-démocratie allemande, je voudrais juste le dire, même si c'était d'une façon un tout petit peu plus nuancée, évidemment, en fonction des dirigeants sociodémocrates. Mais les Allemands, dans leur ensemble, disent, leur conception, si vous voulez, c'est si on est une communauté de responsabilité, il faut que chacun prenne ses responsabilités et fasse donc le ménage chez lui, etc., et tout ce qui en découle. Maintenant, on est dans une telle situation d'urgence que de toute façon, Merkel n'avait pas le choix, et je le répète, dans l'intérêt de l'Allemagne, et d'ailleurs ça a fait grincer des dents, mais il n'y a pas eu de rébellion non plus totale en Allemagne contre ça, parce que je pense qu'il n'y avait pas non plus d'autre façon de sauver l'Allemagne cette fois-ci. Donc c'est pas, je ne pense pas du tout qu'il faille le prendre comme un revirement idéologique, c'est du pragmatisme, et un geste qui restera certainement dans l'histoire, surtout si ce plan voit le jour, comme on peut quand même fortement l'espérer. Maintenant, la suite du scénario n'est pas écrite non plus, et on peut juste croiser les doigts pour que tout soit mis en œuvre et collectivement et solidairement, effectivement, autour de toutes ces questions-là. Merci Michel. Catherine, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je pense que finalement, c'est beaucoup au cours de cette présidence que se seront polarisées en fait les positions autour de groupes de pays. Évidemment, ça ne va pas se terminer avec cette présidence qui a encore un bon mois pour faire encore beaucoup de choses.
au-delà de ces 6 mois, c'est aussi sur cette polarisation et ce rapport de force qui s'est mis en place que l'Allemagne pourra continuer de peser bien au-delà de sa présidence. Ok, merci. Je voudrais qu'on aborde une dernière petite partie, pas très très longue parce qu'il est déjà 9h25 et que je sais que le temps en visio dure plus longtemps que quand on est physiquement dans une salle. Peut-on parler un petit peu de cette relation franco-allemande aujourd'hui? Comment se passe-t-elle? Comment travaille-t-elle? Gabriel évoquait tout à l'heure le fait qu'il y avait déjà un travail préparatoire sur la présidence probablement française de 2022. Est-ce que vous pouvez en parler? Michel, peut-être? Non, mais Gabriel est Gabriel? super bien là où il est. Merci. Oui, bon, je sais qu'il y a une coordination extrêmement intense entre les représentations permanentes ici à Bruxelles qui travaillent de manière hebdomadaire sur les dossiers, c'est-à-dire que à la représentation permanente de France comme à la représentation allemande, en dehors des périodes de présidence, j'entends, les équipes se voient de manière hebdomadaire. Donc, il y a une convergence qui s'effectue dans le travail, une convergence qui trouve aussi un écho au niveau national, naturellement, et notamment depuis le traité d'Aix-la-Chapelle et le traité interparlementaire Bundestag-Assemblée nationale. Donc, il y a de plus en plus de convergences qui se font ces derniers mois, et je pense que c'est naturellement un signal extrêmement encourageant, qui est certainement aussi allié avec les personnalités d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, qui sont, je pense, pour reprendre le mot de Michel, des gens relativement pragmatiques, peut-être un peu moins versés sur le vernis historique de la coopération franco-allemande. Et je dis ça comme ça, puisque souvent il a été reproché dans certains cercles que la coopération franco-allemande est parfois uniquement un vernis qu'on agite comme ça en disant c'est bien, c'est important. Et ça a peut-être été le cas pour certaines présidences. Mais en tout cas, dans la relation qu'ont Angela Merkel et Macron, je ne crois pas qu'on soit beaucoup sur ce vernis-là et qu'on est plus sur des propositions concrètes. C'est ce qui est sorti des différentes réunions qu'ils ont eues à l'été, à Brégançon notamment. C'est ce qui sort de cette discussion sur le budget et sur la communautarisation de la dette. Ce sont des pragmatiques qui s'entendent bien sur des projets. Donc, en cela, je pense que ce soit ici à Bruxelles, à Paris ou entre les capitales, ça se passe relativement correctement. La seule difficulté, elle est du niveau, peut-être du côté plutôt allemand, avec des messages qui ne sont pas forcément toujours convergents entre la chancellerie, le ministère des Affaires étrangères et le ministre de l'économie, qui là ont aussi des canaux privilégiés dans la relation franco-allemande et qui n'envoient pas du tout les mêmes messages. Donc voilà, la difficulté vient peut-être aussi de ce qu'on perçoit comme être la fin de règne d'Angela Merkel. Mais bon, on verra. Gabriel, là pour le coup, c'est moi qui aurais une question. Le traité d'Aix-la-Chapelle a vraiment changé des choses d'après vous? Si on était, et on a entre nous, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la coopération transfrontalière, je pense qu'il y a des avancées dans le traité d'Aix-la-Chapelle qui sont intéressantes. D'un point de vue donc, de la coopération transfrontalière avec ces nouvelles commissions de coopération transfrontalière qui sont bien. Il y a la question de la défense qui est un peu un point optionnel du traité, mais qui, quand même, qui réaffirme que la France protège l'Allemagne. Donc ça veut dire aussi que la France protège par son parapluie nucléaire l'Allemagne. Et ça, c'est une question qui n'a pas été trop commentée, mais quand même qui est là. Mais peut-être le point le plus important, c'est le traité qui suit, c'est-à-dire le traité interinstitutionnel entre le Bundestag et l'Assemblée nationale, avec la constitution de cette commission permanente parlementaire franco-allemande. Oui, il y a déjà eu différents débats qui se sont tenus et qui sont, à mon avis, essentiels parce que pour une fois, on est sur du dur, on est sur des propositions législatives, on est sur des échanges techniques. Et ça, c'est très important. Peut-on poser une question sur la convergence franco-allemande, notamment en matière de défense, quand l'objectif affiché par l'Union européenne, c'est l'autonomie stratégique, et que la ministre allemande de la Défense remet en cause complètement cette autonomie stratégique? Alors, en fait, les choses sont toujours plus complexes que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Trump a été à la fois un coup de massue et un réveil pour les Allemands. Les Allemands se rendent compte pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale
que les Américains, je vais le dire simplement, ne sont plus fiables. Et ça, c'est terrible pour eux. Enfin, je veux dire, du discours de Kennedy, Ich bin ein Berliner, et enfin, même en remontant plus loin, hein, au pont aérien, entre 48 et 49, qui avait créé une solidarité extraordinaire entre les Berlinois, mais les Allemands de l'Ouest d'une façon générale et les Américains. Le fait que pendant quand même toute la durée de la guerre froide, les Français n'ont jamais clairement dit qu'ils iraient sauver Berlin. Hein, il faut quand même le rappeler aussi, hein, sur ce fond-là, puisque nous avions une défense dite tous azimuts, et que voilà, donc il faut bien rappeler ça aussi, c'est que pendant l'ensemble de la guerre froide, ceux qui interviendraient, si tout va bien, si j'ose dire, pour défendre les Allemands, qui étaient quand même en première ligne, c'était les Américains. Donc il y a une solidarité germano-américaine qu'il ne faut pas sous-estimer. Aujourd'hui, ça a complètement changé depuis Trump, mais enfin bon, le discours de Annegret Kramp-Karrenbauer dont vous parlez, qui date de la semaine dernière, il est effectivement une réponse aux propositions de Macron qu'on a pris comme une douche froide, et on peut tout à fait le comprendre. Maintenant, la réalité des choses, c'est que si on regarde un tout petit peu plus en détail, parce que moi je l'ai écouté du côté allemand, ce qu'elle avait dit, et pas simplement ce qu'en ont rapporté les médias français, ce qu'elle a dit, et c'était quand même l'objectif. L'objectif, c'est quand même bien ça. Hein, mais elle dit, c'est un peu, si vous voulez, comme le vote du préambule au traité de l'Élysée en 1963. Mais revu et corrigé à la mode 2020, c'est-à-dire en étant maintenant beaucoup plus conscient que les Américains sont dans une phase très différente, et c'est pas parce que c'est Biden d'ailleurs, hein, que de ce point de vue-là, ça va être complètement différent, même si évidemment, du coup, Biden ne va pas sortir de l'OTAN, parce qu'alors Trump, on ne sait pas encore ce qu'il aurait été capable de faire de ce point de vue-là. Mais donc, les Allemands, au-delà du discours de Kramp-Karrenbauer, les Allemands, la réalité, c'est quoi? C'est qu'elles-mêmes, et tous les Allemands maintenant veulent aller vers les 2%, hein, à l'horizon 2030. D'accord? Alors, je redis ici quelque chose qu'on entend très rarement en France. Ben oui, parce qu'il y a toujours la question, les Allemands ne font pas assez pour la défense. Ils ne font, par rapport à nous, effectivement, ils ne vont pas se battre sur le terrain, et on se sent parfois bien seul, notamment sur certains terrains d'opération. Mais ça, c'est aussi l'histoire allemande qui l'explique. Hein, on n'en voit pas. C'est encore compliqué pour les Allemands d'envoyer des Allemands tirer sur les gens. Mais donc, est-ce que dans les médias passe l'information suivante, c'est que non pas en pourcentage du PIB, mais en somme absolue, d'ores et déjà, l'Allemagne dépense plus pour la défense que la France. Donc voilà, en pourcentage du PIB, ils n'y sont pas, c'est clair. Alors, ils sont en train d'y aller, et ils en sont très loin parce que leur armée, franchement, est en mauvais état, elle a été délaissée. Donc la route va être très longue. La réalité, c'est quoi? Donc, mais les Allemands, je répète, hein, depuis Trump notamment, ils ont changé, il y a eu un déclic, c'est absolument clair. Donc, mais ils disent, n'oublions pas le pilier américain. Et pourquoi elle a dit ça? Qu'est-ce qu'on peut penser? Pourquoi elle a dit ça, Kramp-Karrenbauer? De rappeler l'importance, hein, de l'OTAN et donc des États-Unis. Mais le temps qu'on ait l'autonomie stratégique, ça va prendre combien de temps? Réalistement, ça va prendre entre 10 et 15 ans. D'accord? Donc, en attendant, on ne peut pas se passer de la protection américaine. C'est juste un fait, en tout cas quand il s'agit de défendre des intérêts communs. 70% de la capacité de l'OTAN aujourd'hui, ce sont les Américains. C'est un fait. Donc, opérationnel sur le terrain, hein, s'entend, opérationnel sur le terrain. Les Allemands, pour l'instant, leur armée est mal en point. Alors, ils ont la volonté d'y aller, ils ont la volonté, effectivement, d'aller vers un véritable pilier européen, et je pense qu'en réalité, son discours, et on peut très bien le comprendre, a été pris comme une claque chez nous, mais les Allemands ne sont pas du tout contre, et ils sont même favorables à l'idée d'un véritable pilier européen de l'OTAN. Et voilà, alors après, on peut faire l'OTAN sans les Américains, hein, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Par ailleurs, il y a des problèmes, comme vous le savez, sur les programmes communs d'armement franco-allemands. Alors là aussi, on avance, mais pétard, qu'est-ce qu'on avance doucement, hein? Ouais, je compléterai peut-être simplement. J'ai eu l'occasion de lire récemment le Positionspapier de la Bundeswehr de 2018, et qui est disponible à la Bundeszentrale für politische Bildung. Si ça vous intéresse, il y a aussi un petit fact-sheet qui est très bien fait, où on explique quelle est la stratégie globale en termes de développement militaire. Et ce petit papier explique très bien que l'armée allemande n'est pas une armée comme pourrait l'être l'armée américaine ou l'armée française ou l'armée britannique, c'est une armée de soutien. C'est une armée qui est prévue pour être une armée nationale en Europe
et qui est une armée complémentaire des autres. C'est-à-dire que dans cette constellation, qui se place dans l'OTAN, l'idée de faire une défense européenne n'est absolument pas contraire, bien au contraire. C'est la même idée qui est développée. Voilà. Et donc, quand on entend Kramp-Karrenbauer et quand on entend effectivement certains messages qui sont dire oui, on veut l'armée européenne, il faut y aller, on se dit mais c'est contradictoire, ça ne l'est pas. Voilà. Parce que la stratégie de l'armée allemande, ou la stratégie allemande qui a été décidée, c'est d'être une armée de soutien en Europe, une armée, on va dire, nationale dans une armée multinationale. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on peut expliquer justement qu'il y a parfois des dissonances, que nous, en France, on ne peut pas comprendre. Parce qu'on ne se passe pas du tout dans le même ordre d'idées. Nous, ou en tout cas, je dis nous, mais les Français, quand ils perçoivent l'OTAN, ils perçoivent l'OTAN comme un groupe de gens qui sont au même niveau d'armée impérialiste ou d'armée pas impérialiste, mais avec des capacités de projection. Ce n'est pas du tout la même idée qui est défendue par d'autres membres, des petits États ou des États qui se sont focalisés sur autre chose, comme l'Allemagne, par exemple. Donc, les projets de développement industriel, que ce soit le char d'assaut commun, que ce soit l'avion de 6e génération, tout ça sont des projets qui rentrent dans cette constellation-là. Et je ne vois absolument pas, je n'intègre pas le discours de Kramp-Karrenbauer comme étant contraire à ce qui a été développé maintenant depuis plusieurs années sur la question. C'est plutôt les Français qui devraient se poser des questions sur leur ambition de défense européenne. Parce que la défense européenne, pour les Français, signifie aussi le partage de certaines informations, naturellement, mais aussi de certains matériels. Enfin, ça nécessite aussi que la France mette à contribution beaucoup de ressources. Et ça, je ne suis pas certain que les militaires français y soient prêts. Michel, est-ce que tu veux compléter ou Catherine? Non, moi j'ai déjà parlé sur le sujet, donc... Très bien. Il est 21h bientôt 40. Je vous propose qu'on arrive à la conclusion de ce débat fort passionnant. Merci déjà à tous d'y avoir participé. Comment voyez-vous cette évolution du coup franco-allemand dans les années à venir? Est-ce qu'on a une idée un peu de qui remplacera la chancelière? Voilà, quelques petits sujets du franco-allemand qui arrivent doucement et qu'on entend de temps en temps. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des choses à nous partager ou des ressentis? Alors, personnellement, je suis désolée, je n'ai pas de boule de cristal là tout de suite. Hein, donc, voilà, il peut se passer tellement de choses d'ici la fin de l'année prochaine. Hein, voilà. Mais en gros, il y a 3 successeurs potentiels, 3 mâles dominants d'ailleurs de l'ouest de l'Allemagne qui sont sur les rangs. Ça aurait dû être décidé là maintenant au mois de décembre, de voir qui allait prendre la succession de AKK, comme on dit, donc Annegret Kramp-Karrenbauer. Mais pour cause de Covid, le congrès a été repoussé en janvier. Donc la personne qui prendra la tête de la CDU en janvier sera celle qui tirera la campagne pour la CDU et qui, si la CDU arrive en tête, ce qui pour l'instant est quasi sûr, hein, la CDU est l'un des rares partis européens à faire encore au-dessus de 30%, en tout cas pour l'instant dans les sondages, et la popularité de Merkel évidemment n'y est pas pour rien. Je rappelle une grosse différence par rapport à la France, c'est qu'en Allemagne, nach wie vor, comme disent les Allemands, 2/3 de la population soutient Merkel dans sa gestion de la crise du Covid depuis le début, et c'est vrai qu'en même temps, le fédéralisme a joué un grand rôle dans tout ça. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, l'idée, c'est de dire, tout dépendra de la personne qui succède aussi, évidemment, à Merkel. Tout dépend si la CDU arrive en premier, mais c'est très vraisemblable. Et ce qui est vraisemblable, ou en tout cas qui est l'une des configurations possibles, c'est qu'on ait quelque chose d'assez improbable en France, en tout cas pour l'instant, c'est qu'on ait une alliance schwarz-grün, hein, c'est-à-dire une alliance entre une CDU qui ne serait pas partie vers la droite, donc pas l'option Friedrich Merz, hein, mais plutôt l'option Laschet-Spahn éventuellement en duo. Enfin, ça, on n'en sait encore pas grand-chose. Mais là, je parle sous le contrôle de nos amis allemands. Donc, en fait, la CDU arrivera sûrement en tête. Donc, ce sera sûrement quelqu'un de la CDU qui fera probablement une coalition avec les Verts. Je vous avoue que Friedrich Merz, l'un des 3 candidats, je le vois très, très mal faisant une coalition avec les Verts.
Donc, pour l'instant, on n'en sait rien. En tout cas, quel que soit le futur chancelier, il faut bien savoir que l'Europe fait partie des fondamentaux des politiques allemands, quel que soit leur parti, contrairement à la France. Et que donc, tu ne parles pas du tout de Söder, Michel. Oui, oui, non, elle a raison, Brigitte. Elle a raison, Brigitte. Tout à fait. Il y a un joker qui vient de Bavière, ça pourrait encore être lui aussi, quatrième mâle dominant dans le quatuor. Hein, tout à fait. Mais ça ne change rien à ce que j'allais dire. Et de toute façon, Söder est quand même assez opportuniste et lui aussi, tout à coup, s'est retrouvé très écologiste. Hein, donc, c'est formidable. Mais bon, il n'a pas trop mal géré la crise du Covid, en tout cas dans sa communication, hein, parce que la réalité des chiffres de la Bavière, c'est encore aussi autre chose. Mais c'est vrai qu'il a tout à fait le vent en poupe, hein, et que c'est quelqu'un qui pourrait tout à fait… il a aussi le charisme, tout à fait, pour être élu. Tout à fait. Donc, tu as bien raison, Brigitte. Ce sera l'un des quatre dont on vient de parler. Mais en tout cas, quelle que soit la personne qui soit élue, et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on sait qu'on aura un chancelier pro-européen à la tête de l'Allemagne. J'aimerais pouvoir être aussi sûre de cela en France. Et je ne le suis pas du tout, je vous l'avoue. Gabriel, je te laisse sur cette remarque et le malaise qu'elle peut peut-être créer, prendre la suite de ce que je viens de dire. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à rajouter, même si j'aurais peut-être un bémol sur la personne de Merz et de sa projection ou de son europhilie. Je n'en suis pas convaincu. C'est ce que je viens de dire. C'est le seul, ce serait le moins europhile des quatre. Ça c'est certain. Cela étant, il serait… tu sais comment c'est. Enfin, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt pas trop pour, il ne deviendra pas un Européen convaincu, mais il fera comme les autres. Il y a un moment où il se rendra compte de l'importance de la chose pour l'Allemagne et des intérêts économiques qui lui sont si chers. Oui, tout à fait. Et de toute façon, après, ça reste aussi une relation pragmatique, la relation franco-allemande. Donc, à partir de là, il ne faut pas forcément avoir un mouvement engagé des jeunes fédéralistes européens ou de l'UEF qui arrivent au pouvoir pour changer les choses. Effectivement, sur les configurations, Michel l'a tout à fait bien dit, la CDU, Schwarz-Grün ist möglich, ist wahrscheinlich, hein, c'est très probable, Schwarz-Grün. Après, bon, sans boule de cristal, il faut aussi regarder ce qui s'est passé la dernière fois en 2017 avec des négociations de coalition qui ont traîné, avec des engagements qui étaient de ne pas rentrer en grande coalition, en tout cas pour le SPD et pour la CDU. Finalement, on s'y est retrouvés. Donc, tout peut arriver, mais le bloc de gauche qui serait Rot-Rot-Grün a peu de chances d'arriver au pouvoir, en tout cas dans l'état actuel des choses. Il faudrait vraiment un choc important dans la société pour que ça change. Et du côté français… oui. Pardon, on est dans un monde actuellement où tout change tellement vite que je répète, je n'ai pas de boule de cristal. Hein. Non, et puis du côté français, malgré les excellents résultats du Rassemblement national et le fait qu'une partie substantielle de la population soutienne Marine Le Pen, je pense que les réflexes républicains sont ce qu'ils sont et que je croise les doigts, mais je ne pense pas que Marine Le Pen arrive au pouvoir la prochaine fois. Je nous le souhaite, parce qu'effectivement, sinon les perspectives ne sont pas très encourageantes. Voilà. Merci, Gabriel. Catherine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Je crois que tout a été dit là. Très bien. Bon, déjà, je tiens vraiment à vous remercier tous les trois d'avoir participé à ce débat. Juste avant de conclure, y a-t-il une question, j'allais dire encore dans la salle, mais je ne sais pas comment on dit quand on est tous en visio, donc y a-t-il une question vers les participants en visio avant que je ne conclue cette Il y avait une cette question qui a soirée. été posée sur le chat. Oui, Pourriez-vous Raymond. indiquer un moyen pour les personnes souhaitant se tenir informées d'une façon claire et synthétique sur les débats et avancées des différentes actions de débat de l'Europe? C'est sur le chat. Hein. Oui. Est-ce que Je ne peux que vous recommander le site que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Ça s'appelle Toute l'Europe et c'est très bien fait. Et ils ont des newsletters à la fois quotidiennes et hebdomadaires et tout est fait d'une façon synthétique. Vous avez aussi les réactions dans tous les pays d'Europe par rapport à des décisions qui sont prises. Et ça donne une grande bouffée d'air et d'ouverture à ce qui se passe sur l'ensemble
voilà, les réactions, enfin vraiment une dimension européenne. Ça s'appelle Toute l'Europe, tout simplement. Toute l'Europe. Si vous tapez Toute l'Europe sur Google, vous trouverez. Hein. Et puis il y a bien d'autres façons de s'informer. Hein. Je pense que le site de la FAFA est également une mine de ressources. Hein. Mais puisque vous me parliez plutôt de la dimension européenne, eh bien Toute l'Europe, je trouve que c'est très bien. Il y en a un autre qui s'appelle Euractiv. EURACTIV, qui est extrêmement bien fait aussi. Pour les aficionados techniques des politiques européennes, je vous engage à regarder le site de l'Agence Europe, qui fait toutes des revues de presse tous les matins sur tous les différents domaines de l'action communautaire. Et là-dessus, vous aurez des informations extrêmement précises sur les différents domaines. Je vous engage à regarder ça, c'est extrêmement bien fait. C'est ma lecture du matin. Voilà, tous les matins. Henri-Georges qui veut parler. Absolument le site Toute l'Europe. C'est presque mon livre de chevet, si je puis dire. Vous avez toutes les informations sur l'actualité européenne, à la différence des journaux, des quotidiens, des hebdomadaires, des quotidiens surtout, et que Toute l'Europe donnera une information peut-être 24 ou 48 heures après Le Monde ou après un autre journal, etc. Mais ce qui est très, très intéressant de Toute l'Europe, c'est que les informations sont vérifiées. Elles sont vraies, elles sont exactes. Elles sont vraiment c'est un site très fiable. Euractiv également est très fiable, bien que surtout écrit en anglais. Et puis vous avez aussi le site du Parlement européen. Et là, sur le site du Parlement européen, vous pouvez suivre l'activité de votre député ou de vos députés européens, locaux, régionaux, nationaux, etc. Vous avez toute l'activité du député, ses interventions écrites, ses interventions orales. C'est 3 sites qui sont très, très importants si vous voulez vraiment suivre l'actualité européenne et les faits européens. Les faits de qualité. Merci beaucoup, Henri-Georges. Il me reste à remercier très chaleureusement Gabriel, Michel et Catherine de leur participation à cette visio. Donc voilà, donc merci beaucoup à vous tous d'être venus. C'était un petit peu une première dans ce format visioconférence. La soirée a été enregistrée. J'espère que l'enregistrement sera de qualité et on aura l'occasion avec Raymond de le retravailler et de pouvoir le mettre à la fois sur la chaîne YouTube de la FAFA, FAFA pour l'Europe, et de le mettre sur nos différents médias. Merci beaucoup. Je ne sais pas quand est-ce que les adhérents du jumelage nous pourront à nouveau nous retrouver. Probablement pour une galette à la fin du mois de janvier, parce que ça sera au moment où on pourra être déconfiné. Je vous rappelle quelques grands événements à venir. Mardi prochain, dans le cadre de nos mardis de la FAFA, nous avons une conférence, des échanges assez intéressants sur qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement. L'idée étant de permettre à nos adhérents d'échanger les uns avec les autres et de partager des belles expériences de ce qui a été fait pendant le confinement, que ce soit des conférences comme ce soir, que ce soit une table ronde franco-française comme on a pu le faire hier soir avec nos amis de Heppenheim. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci encore à tous. Je vous dis tous à très bientôt. Et puis, nous, on travaille aussi avec Raymond, Barbara et tout le groupe de la FAFA sur le 65e congrès. Et puis, Jean Restide, que je vois également, sur le 65e congrès de Saint-Brieuc. Et on espère qu'on vous y retrouvera tous très nombreux au mois d'avril, français et allemands, sur un congrès dont le thème est « Ensemble, réinventons le franco-allemand ». Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt. Merci. Bon week-end.